Je suis entré dans la chaîne de télévision Red Globo en pensant que c'était une opportunité parmi d'autres. Ce bâtiment gigantesque au jardin botanique avait une sorte de mysticisme propre, comme un temple de la télévision brésilienne. Mon travail était simple, modeste, responsable de la propreté. La routine allait de 11h du soir à 5h du matin, dans le silence absolu des studios et des bureaux, lorsque les applaudissements, les rires et les murmures de la journée s'étaient déjà dissipés. Au début, c'était plutôt tranquille. Je déambulais dans les couloirs vides, écoutant le faible bourdonnement de la climatisation, le froissement des pages de scénarios oubliées sur les tables. L'odeur de la cire du sol et du désinfectant était ma compagne la plus fidèle. Les premiers jours passèrent presque sans que je remarque quoi que ce soit, seulement la tranquillité d'un poste où quelques agents de sécurité, distraits et paresseux, croisaient mon chemin de temps en temps. Mais à mesure que les jours passaient, une sensation étrange commença à s'installer en moi. J'avais l'impression d'être constamment observé. C'était presque comme une ombre qui épiait derrière les caméras, cachée dans les coins sombres entre les studios et les couloirs. Le sentiment était subtil, mais persistant, et grandissait chaque nuit. J'essayais d'ignorer, mais bientôt je compris que ce n'était pas seulement une impression passagère. Quelque chose dans cette chaîne restait éveillé quand les lumières s'éteignaient. L'une de mes premières nuits, j'étais dans les studios d'enregistrement, nettoyant le sol. Cette salle était immense, pleine de caméras, de micros suspendus au plafond et de projecteurs qui semblaient des silhouettes flottantes, observant d'en haut. Quand je me tournais pour ranger les produits de nettoyage, je sentis une brise glaciale, quelque chose d'inhabituel dans cet environnement où la climatisation était toujours sous contrôle. Mais c'était plus que du froid. C'était comme si quelque chose bougeait, un souffle subtil. J'ignorais, pensant que ce n'était que mon imagination. Mais quelques nuits plus tard, alors que je nettoyais le couloir menant au bureau, j'entendis le bruit de pas lourds, un léger traînement juste derrière moi. Je m'arrêtai, tentant d'écouter plus attentivement. Un frisson parcourut mon dos quand je réalisais que j'étais seul à cet étage. Je regardais derrière, espérant voir quelqu'un, peut-être un agent de sécurité, mais le couloir était désert. Les nuits suivantes apportèrent davantage de ces bruits. Des pas, des murmures lointains qui semblaient sortir des coins sombres. Le son d'une porte qui claquait au loin, et quand j'allais vérifier, la porte était fermée à clé. Les agents de sécurité, quand je leur parlais de ces sons, riaient et me disaient d'oublier que c'était dans ma tête. Peut-être que je devenais fou, pensais-je. Mais ensuite, lors d'une nuit froide et humide de septembre, je vis quelque chose qui me fit douter de tout. J'étais dans le studio principal, en train de balayer le sol près de la scène où, pendant la journée, de grandes interviews étaient enregistrées. En finissant, je commençais à arranger les chaises, toujours disposées là. Au milieu du rangement, je vis un reflet passer rapidement dans le miroir au coin de la salle. C'était bref, comme une silhouette, et malgré ma tentative de me convaincre que c'était un simple reflet, mon cœur se mit à battre plus vite. Je retournai au travail, respirant lourdement, tentant d'ignorer la sueur froide dans mon dos. Mais ensuite, je le vis à nouveau. Cette fois-ci, il était plus proche, debout, immobile dans le couloir menant à la salle d'équipement. C'était un homme grand, aux yeux profonds et à l'expression vide. Il me regardait avec un calme qui me glaça le sang. Je clignai des yeux, essayant de dissiper la vision, mais il était toujours là, immobile, seulement à m'observer. Le courage me manqua. Je laissai tout derrière moi et rentrai chez moi cette nuit-là, certain que je démissionnerais le lendemain matin. Mais pour une raison ou une autre, je suis revenu. Peut-être par fierté, peut-être par besoin du salaire, mais je suis retourné à mon tour de nettoyage, bien que le poids de la peur m'accompagnât toujours. Avec le temps, je compris que je n'étais pas le seul à avoir vu cette figure. Quand je demandais à quelques collègues si des choses étranges se produisaient la nuit, ils détournaient le regard, riaient nerveusement ou changeaient simplement de sujet. Mais je voyais la peur dans leurs yeux. Un des agents de sécurité, Zé, un homme plus âgé, travaillant là depuis plus de 20 ans, s'approcha de moi une nuit avec un regard sérieux et me dit à voix basse, presque en chuchotant: « Tu as déjà vu l'homme du couloir, hein ?
Fais attention, tout le monde n'a pas de chance. Zé m'expliqua que d'autres employés avaient vu la même figure au fil des ans et que certains avaient même demandé à changer de poste ou à démissionner, affirmant que cela les rendait malades. Il parlait de ce sujet avec une gravité sombre, comme s'il révélait un secret mortel. Quand je lui demandais ce qu'il savait de cet esprit, il se contenta de secouer la tête et s'éloigna en disant « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir ». Après cela, les événements devinrent plus intenses. Je commençais à entendre mon nom murmurer dans les couloirs, toujours dans une voix qui semblait déformée, comme si elle résonnait d'une autre dimension. Une nuit, alors que j'étais dans les toilettes du 2e étage, j'entendis des coups lourds contre la porte. Je courus pour ouvrir, mais il n'y avait personne. Pendant plusieurs nuits, des portes claquaient seules. Les lumières vacillaient sans explication, et les caméras éteintes pointaient seules dans des directions différentes, comme si elles enregistraient quelque chose d'invisible. Le temps passait, et chaque nuit dans cette chaîne semblait une éternité. Un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Peu à peu, je compris que cet endroit, si vivant le jour, cachait quelque chose de profond et de pourri durant les heures mortes de la nuit. Puis, lors d'une nuit pluvieuse, Zé vint de nouveau me chercher. Il avait un regard encore plus accablé, comme s'il portait le poids d'un secret depuis longtemps gardé. « Il est temps que tu saches, » murmura-t-il, regardant par-dessus son épaule pour s'assurer que nous étions seuls. Cet esprit, il n'est pas là par hasard. Il marqua une pause, soupirant. On dit qu'il a été invoqué. En entendant ces mots, une vague d'horreur m'envahit. Zé continua, sa voix basse et tremblante. Cette entité n'est pas apparue de nulle part. Les propriétaires, ils l'ont fait venir ici, pour protéger les affaires. Mais le prix est élevé, il doit être nourri. Je sentis un froid glacial m'envahir, et je ne pus que murmurer. Nourri ? Comment ça ? Il se contenta de répondre, certaines choses gagnent à rester dans l'ombre. Mais si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Cette nuit-là, je dormis à peine. Quand je revins à la station la nuit suivante, l'atmosphère semblait encore plus oppressante, comme si les couloirs eux-mêmes connaissaient le secret que j'avais découvert. Chaque pas résonnait comme un écho lourd, et les ombres s'allongeaient, m'accompagnant en silence. Après la conversation avec Zé, chaque détail de la station prit un nouveau sens. Le son des caméras éteintes, le murmure bas des téléviseurs dans les studios vides, les lourdes portes qui se fermaient seules, tout cela devenait comme une sinistre symphonie en hommage à cet esprit. Une présence invisible mais indéniable qui rôdait dans chaque coin. La sensation d'être observé devenait de plus en plus intense, plus palpable, comme si une ombre sinistre veillait constamment. Une nuit, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Je terminais le nettoyage du studio principal, où les décors étaient montés et démontés presque quotidiennement. Soudain, une des caméras, qui était éteinte et sans connexion, se mit à bouger toute seule, pointant directement vers moi. La lumière rouge de l'enregistrement clignotait, bien que le studio fût sans électricité. J'essayais d'ignorer cela, mais la caméra continuait de me suivre. Paniqué, je laissai tomber mon chiffon et m'enfuis en courant, mais je sentis une présence derrière moi, un air glacial qui semblait me priver de mon souffle. En arrivant dans le couloir, je trébuchais et tombais, mais en levant le visage, je vis que la caméra était toujours là, m'observant, comme si elle incarnait les yeux mêmes de la station. Les semaines passèrent, et les nuits devinrent insoutenables. Je commençais à faire des cauchemars avec la silhouette que j'avais aperçue dans les couloirs. Cet homme grand et sombre qui apparaissait et disparaissait comme de la fumée. Dans le rêve, il se tenait toujours aux côtés des figures connues de la station, comme s'il murmurait des secrets sombres à leur oreille, enveloppés dans un brouillard dense et étouffant. Peu à peu, tout ce que Zé avait insinué commença à s'imbriquer. L'homme du couloir n'était pas qu'une âme errante, mais une présence intentionnelle. Avec le temps, je découvris, discrètement, qu'il n'était pas le seul à savoir cela. Certains des employés les plus anciens, comme les techniciens du son et de l'éclairage, échangeaient des regards lourds quand je mentionnais l'esprit. À chaque mention, leurs expressions en disaient plus que leurs mots. Peur, lassitude, résignation. C'était comme si ce secret les avait consumés.
C'est alors que j'entendis les rumeurs. On disait que bien des années auparavant, lors d'une crise de la station, alors que les audiences chutaient et que la publicité s'amenuisait, quelque chose de radical avait été fait. La famille Marigno, propriétaire de la station, se serait engagée dans des rituels anciens pour assurer que la station devienne invincible. Le pacte était sombre et coûteux, mais selon les rumeurs, il fut efficace. Globo prospéra, s'étendant jusqu'à devenir un empire, mais au prix d'un sacrifice obscur. Je rechignais à y croire, mais les événements que j'avais vécus étaient difficiles à ignorer. Les voix, les ombres, la silhouette, tout semblait confirmer les rumeurs. Cette figure dans les couloirs n'était pas qu'un simple esprit. Il était un sombre gardien, une entité liée à la station, chargée de protéger ses secrets et son succès. Et le prix de cette protection était élevé. On disait que périodiquement des sacrifices étaient faits. Avec les mois, je remarquais que certains employés de nuit disparaissaient tout simplement. Un jour, ils étaient là, me saluant d'un signe de tête fatigué. Le lendemain, ils n'étaient plus jamais revus. Je demandais aux autres à leur sujet, mais je recevais des réponses évasives ou des silences mal à l'aise. Zé ne faisait que secouer la tête, n'osant pas dire ce qu'il savait vraiment. Certains secrets ont un prix bien trop élevé, mon ami, m'avait-il dit un jour, avec un regard anticipant quelque chose de terrible. Ma curiosité me poussa à explorer les sous-sols du bâtiment, là où se trouvaient les salles d'archives anciennes. C'étaient des lieux rarement fréquentés, où s'entassaient des documents et des équipements obsolètes. Une nuit, décidé à en savoir plus sur l'origine de ce pacte, je descendis pour enquêter. Le silence y était étouffant, rompu seulement par le léger bourdonnement des lampes fluorescentes. En fouillant dans des papiers poussiéreux et des caisses abandonnées, je trouvai un ancien article de journal mentionnant un événement tragique survenu dans les années 70, impliquant la mort d'un employé au milieu de la nuit. L'article était bref, mais il évoquait que le corps avait été retrouvé dans des conditions mystérieuses, et que depuis cet incident, la sécurité de la station avait été renforcée. Juste à côté, je trouvais un rapport interne daté de la même époque, décrivant des incidents inexplicables survenus dans les studios et en coulisses. Une annotation finale, presque effacée, disait quelque chose comme « procédure de protection mise en place ». Je savais que ces mots cachaient bien plus qu'ils ne révélaient. Cette nuit-là, je ne pouvais plus nier la vérité. La présence sombre dans ce bâtiment n'était pas qu'un esprit égaré, mais quelque chose invoqué avec un but macabre. Et la famille Marigno, avec ses associés, étaient les gardiens de ce secret. Ils savaient, avaient toujours su, et maintenaient ce pacte vivant. Après des semaines immergées dans cette terreur silencieuse, quelque chose finit par briser le fragile équilibre que je tentais de maintenir. Pendant mon dernier service, j'entendis des voix distinctes venant de l'un des studios, bien que j'étais certain d'être seul. Approchant prudemment, je jetai un coup d'œil à travers la porte entr'ouverte et vis cette silhouette grande, celle qui me hantait. Les bras levés, gesticulant comme s'il conversait avec quelqu'un d'invisible. Mais ses mots étaient incohérents, déformés, presque comme un chant sombre. Le son qui sortait de sa bouche était guttural, comme l'écho de voix anciennes, venues d'autres temps. Terrifié, j'essayais de reculer, mais quelque chose me retint sur place. Une force invisible, implacable. La silhouette se tourna lentement vers moi, et pendant un bref instant, je pus voir ses yeux, vides et infinis, comme des portails vers un abîme inconnu. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Seulement un silence assourdissant. Un vide absolu qui semblait tout engloutir autour de lui. Je courais sans me retourner, sentant un froid glacer ma peau. En arrivant dans le hall, je trouvai Zé, qui me regardait simplement avec un air triste et me tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait ma lettre de démission. Sans dire un mot, il serra ma main et murmura « C'est mieux pour toi. Pars pendant que tu le peux. » Dans les jours qui suivirent, j'essayais de dénoncer ce que j'avais été témoin. Mais chaque tentative était étouffée. Les quelques journalistes avec qui je parlais riaient, transformant mon récit en plaisanterie, en une légende urbaine de couloir. Lorsque j'essayais d'utiliser Internet, mes publications disparaissaient en quelques minutes, comme si une main invisible surveillait et censurait chaque mot. Chez moi, je commençais à recevoir des appels anonymes,
des messages menaçants, des voix chuchotant mon nom à la tombée de la nuit. Aujourd'hui, lorsque je raconte cette histoire, la plupart des gens ne me croient pas, pensant que c'est l'exagération d'un ancien employé aigri ou une histoire inventée pour attirer l'attention. Mais je connais la vérité, et je porte avec moi la marque de cette rencontre. Un souvenir silencieux que les secrets de la Red Globo sont gardés par quelque chose de bien plus sombre que des caméras et des agents de sécurité. Et les nuits où l'obscurité devient insupportable, j'entends encore des murmures. Après la dernière nuit, après tout ce que j'avais été témoin, je décidai que je devais comprendre davantage. La curiosité se mêlait à la peur, et les deux me poussaient à découvrir jusqu'où allait ce pacte. Je ne pouvais pas simplement faire comme si cela n'était jamais arrivé et passer à autre chose. J'avais déjà été touché par quelque chose au-delà du monde que je connaissais, et même si tout semblait terminé, une partie de moi était encore liée à cet endroit. Dans les jours qui suivirent, je commençais à remarquer que certaines personnes me suivaient. Il y avait toujours quelqu'un dans le rétroviseur de ma voiture, une silhouette cachée de l'autre côté de la rue, m'observant à travers des fenêtres sombres. C'était comme si, même en dehors de la station, je ne pouvais pas échapper à leur portée. J'essayais d'agir normalement, mais je savais que j'étais surveillé. Ces observateurs voulaient s'assurer que je gardais le silence sur tout ce que j'avais été témoin. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors que je dormais, mon téléphone sonna. La voix de l'autre côté était basse et calme, presque hypnotique, comme si elle essayait de me rassurer, mais en même temps menaçait dans un ton froid et implacable. Je sais ce que tu essaies de faire. Certaines histoires valent mieux qu'on les laisse dans l'ombre, où elles appartiennent. Je déglutis difficilement, essayant de garder mon calme, mais la peur commença à pulser dans ma poitrine. Je raccrochai rapidement, mais le téléphone sonna à nouveau, et cette fois la ligne était muette. Juste le bruit statique, comme si une radio était en train de capter des voix lointaines, presque surnaturelles. Je respirais profondément et raccrochai encore une fois. Avec le temps, je décidai d'enquêter sur les autres employés qui étaient partis dans des circonstances étranges, comme je l'avais mentionné. Je découvris qu'ils avaient déménagé loin, quitté la ville sans explication, ou recommencé leur vie dans des lieux reculés, isolés. C'est alors que je compris, ce n'était pas seulement moi. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Il y avait un réseau de personnes qui avaient été touchées par ce qui se passait dans ces couloirs, des gens qui avaient survécu au prix du silence et de l'exil. Dans un dernier élan de courage, je décidai de retourner à la station un soir ordinaire, même sachant que j'avais été renvoyé. Je savais que ce serait risqué, mais quelque chose me disait que je devais revenir pour comprendre la vérité, pour confirmer ce qui avait été murmuré par tous. Je trouvais une entrée latérale qui était souvent laissée ouverte pour les livraisons nocturnes. Je passais la porte avec la sensation de fouler un territoire interdit, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le bâtiment était étrangement silencieux, plus sombre que je ne me souvenais, comme si la structure elle-même attendait quelque chose. Les couloirs semblaient plus étroits, et l'odeur était différente. Une odeur de moisissure et de quelque chose de plus ancien, presque pourri. En arrivant à l'étage des studios, j'entendis un murmure bas, étouffé, comme s'il venait de derrière les murs. C'était une voix familière, mais déformée, comme un écho perdu. Je suivis le son jusqu'à une salle fermée, une porte que je n'avais jamais remarquée lors de mes précédents quarts de travail. En m'approchant, je remarquai une marque sur le bois, un symbole étrange, comme un dessin circulaire avec des lignes en spirale se rejoignant au centre. L'air là-bas était dense, presque suffocant. J'enfonçai la porte, mais elle était verrouillée. Instinctivement, je reculai. Mais alors, de l'intérieur de la salle, j'entendis quelqu'un murmurer mon nom. Je restais pétrifié.
Les voix ne semblaient pas humaines et le ton était rempli de tristesse, mêlée à une colère profonde. Ces voix, je compris, étaient celles des employés disparus. Des personnes qui avaient été touchées par le secret de la station et qui semblaient maintenant emprisonnées d'une certaine manière. « Tu es venu ici, maintenant tu dois tout savoir », dit la voix, et peu après le son d'un pleur étouffé résonna. C'est alors que je sentis un poids sur mon épaule, une présence à mes côtés, glaciale et immobile. Je jetai un coup d'œil furtif et vis un visage familier. C'était Zé, mais il semblait plus vieux, usé, comme si des décennies s'étaient écoulées en quelques jours. Il me regarda avec des yeux creux, sans éclat, et murmura doucement. « Tu sais déjà trop de choses. Le moment de partir est déjà passé. » Je ressentis un frisson dans le dos et tentai de bouger, mais quelque chose semblait me maintenir là. En même temps, une lumière douce commença à briller sous la porte verrouillée, comme une bougie allumée de l'autre côté, et avec elle vint le son de pas, s'approchant lentement. C'est alors que je compris que j'étais entré dans un endroit où les vivants n'appartenaient pas. Je me forçais à respirer profondément et à retrouver du courage, malgré le poids oppressant qui semblait me tirer dans ce couloir. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je décidai que, s'il y avait quelque chose à découvrir, ce serait là, à cet étage oublié, à 7 heures du matin. Les lumières faibles clignotaient au plafond, le sol exhalait une odeur étrange d'humidité, et les sons de pas fantomatiques résonnaient dans plusieurs directions. Tout indiquait que cet endroit avait une histoire terrible, et d'une certaine manière, c'était comme si la structure même du bâtiment était vivante, gardant chaque secret. J'avais commencé à marcher, restant attentif aux moindres mouvements, lorsque j'ai été submergé par une étrange sensation de déjà-vu. Sur l'un des murs du couloir, une série de photographies en noir et blanc attira mon regard. Elles étaient encadrées et couvertes de poussière, presque invisibles à première vue. C'étaient d'anciens portraits de membres du personnel de la station, des visages anonymes, certains souriant à la caméra, mais d'autres arborant des expressions neutres, presque apathiques. En les examinant de plus près, je reconnus certains de ces visages. Quelques-uns étaient des anciens employés dont Zé m'avait parlé, des personnes qui, mystérieusement, avaient disparu du jour au lendemain. Un frisson glacé me parcourut le dos lorsque je tombais sur un portrait particulièrement troublant. Il montrait un homme au regard vide, au visage abattu, se tenant aux côtés d'un ancien directeur de la station. Tous deux dégageaient une étrange intimité, comme s'ils étaient complices d'un secret inavouable. Sous la photo, un petit billet jaunâtre, écrit d'une main tremblante, portait l'inscription « Tu seras commémoré dans le silence ». C'est à ce moment que je compris que ces portraits n'étaient pas de simples souvenirs d'anciens employés, mais presque des épitaphes, des hommages silencieux aux âmes disparues après avoir vu ce qu'elles n'auraient jamais dû voir. Je continuais le long du couloir, et au bout, j'aperçus une autre porte. Elle était entr'ouverte, laissant entrevoir une salle sombre, à peine éclairée par une seule ampoule vacillante. À l'intérieur, une table encombrée de papier et un vieux magnétophone semblant abandonné depuis des décennies m'attendaient. Sans réfléchir, j'appuyais sur lecture. La bande commença à tourner, et une voix rauque, presque méconnaissable, emplit la pièce. Ils veulent savoir, ils cherchent des réponses. Mais une fois que l'on voit, il n'y a plus de retour possible. Ils gardent l'esprit ici, enfermé, comme un chien de garde, veillant sur les secrets de la famille et sur leur pacte avec. La bande grésilla un instant, émettant seulement de la statique, avant de reprendre. Ils croient que le sacrifice des âmes alimente leur pouvoir et leur réussite. Personne n'en sort indemne. La bande s'arrêta brusquement, et dans le silence terrifiant qui suivit, j'eus l'impression que le bâtiment entier observait chacun de mes mouvements, comme si une entité invisible savait que je découvrais quelque chose capable de la détruire. C'est alors qu'un bruit sourd retentit derrière moi, et je me retournai brusquement. Zé se tenait là, mais ce n'était plus le Zé que je connaissais. Il avait un regard vide, son corps semblait éthéré, presque translucide, avec des yeux totalement blancs. Il ne disait rien, se contentant de m'observer fixement, puis il pointa la porte de la salle. En tentant de reculer, je sentis une force invisible me retenir, m'empêchant de fuir.
Tu crois comprendre, mais tu n'es qu'un pion de plus, déclara-t-il d'une voix gutturale d'un ton inhumain. Ils ont besoin de toi. Tu es venu pour combler un vide, et désormais, tu appartiens à ce lieu. D'un effort surhumain, je réussis à rompre cette emprise invisible, reculant maladroitement. Je fuis dans le couloir d'où j'étais venu, mes pas résonnant comme si des ombres invisibles me poursuivaient. À chaque coin de couloir que je tournais, le bâtiment se transformait en un labyrinthe infini. Un cycle sans fin, jusqu'à ce que finalement, je vois la sortie. Je courus jusqu'à elle et, en franchissant la porte, le poids oppressant de cette présence disparut, comme si une barrière invisible l'empêchait de me suivre au-delà de ce seuil. Dans les jours qui suivirent, j'essayais de raconter ce que j'avais vu. Je contactais des blogs indépendants et quelques journalistes locaux, mais tous me rirent au nez, considérant mon histoire comme une simple fabulation, un délire d'employés mécontents. Même les articles que je réussis à faire publier furent rapidement retirés sans explication. Je commençais à recevoir des lettres anonymes contenant des menaces voilées, m'avertissant de ne pas poursuivre mes recherches. En dernier recours, j'envoyais une lettre formelle à la direction, espérant obtenir des réponses. Étonnamment, je reçus une réponse. C'était une lettre simple, signée uniquement par les initiales de la famille dirigeante. Elle disait « Certains secrets maintiennent les fondations de notre station. En savoir trop n'a jamais été une bénédiction pour quiconque. Je vous suggère de profiter de l'opportunité qui vous est donnée et d'oublier ce qui s'est passé. » Au bas de la page, la signature était accompagnée d'un symbole, similaire à celui que j'avais vu sur la porte verrouillée cette nuit-là. La lettre semblait vibrer entre mes mains, dégageant une énergie étrange, presque suffocante. Ce symbole était plus qu'un simple avertissement. C'était un sceau de pouvoir que je n'aurais jamais dû défier. La raison me dictait d'obéir et de tout oublier, mais quelque chose au fond de moi, un désir de justice ou une obstination pure et simple, refusait de me laisser en paix. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Je commençais à recevoir des appels à des heures aléatoires, où seul un silence lourd résonnait de l'autre côté du combiné. Lorsque je sortais de chez moi, je remarquais des voitures sombres stationnées non loin, avec des conducteurs qui ne bougeaient jamais, se contentant de m'observer de loin. Je sentais que j'étais surveillé à chaque instant. Et pire encore, j'avais la sensation que l'entité que j'avais vue cette nuit-là m'avait suivi hors du bâtiment. Les nuits étaient encore plus angoissantes. Peu importait le nombre de coussins que j'utilisais pour bloquer le bruit, j'entendais toujours une respiration lourde, quelque part dans ma chambre, comme si quelqu'un se cachait dans l'ombre, observant chacun de mes mouvements. Parfois, je me réveillais en pleine nuit pour trouver les portes et les fenêtres de ma maison grandes ouvertes, bien que je sois certain de les avoir verrouillées avant de me coucher. La dernière nuit fut la pire. Je fus tiré de mon sommeil par des murmures étouffés, des voix indistinctes semblant provenir de sous mon lit. Je me levai, haletant, le cœur battant à tout rompre, tandis que l'air autour de moi devenait glacial, presque insupportable. C'est alors que je le vis. Une ombre recroquevillée dans le coin de la pièce, le même regard vide que Zé, mais déformé, comme si sa forme était brisée, piégée entre le monde physique et le spirituel. Il me fixa de ses yeux blancs, ses lèvres immobiles, mais sa voix résonna directement dans mon esprit. « Tu n'aurais jamais dû parler. Il ne pardonne pas les trahisons. Il contrôle tout. » Je reculai jusqu'à ce que mon dos touche le mur, et l'ombre se dissipa comme de la brume, laissant derrière elle le silence glacial de la pièce. Les jours passant, la pression se fit insoutenable, et je dus m'isoler de mes proches, craignant que le même malheur ne s'abatte sur eux. Finalement, j'ai cherché de l'aide. Un journaliste d'investigation, que je connaissais et qui croyait aux phénomènes surnaturels, accepta d'écouter mon histoire. Mais avant même que notre rencontre ait lieu, il fut retrouvé mort dans des circonstances inexplicables. La police classa l'affaire comme un malheureux accident, mais je connaissais la vérité. C'était la station, ou l'esprit, qui fermait une bouche de plus. Désespéré, j'ai tenté de m'adresser à des groupes occultes et spirituels, dans l'espoir de comprendre et peut-être de me protéger. Un membre d'un groupe ésotérique avec qui j'ai été en contact murmura quelque chose à propos des cercles de pouvoir.
Des organisations secrètes qui recherchent la protection et la prospérité à travers des pactes spirituels. D'après lui, la famille Marino serait l'une de ces organisations. Maintenant, sa position de pouvoir par des offrandes et des sacrifices destinés à nourrir l'entité, la gardant soumise, mais terriblement protectrice. Il m'avertit que défier une telle force serait comme signer mon arrêt de mort. Mais le pire était de savoir qu'en entrant dans ce bâtiment et en étant témoin de ce que je n'aurais jamais dû voir, j'avais déjà scellé mon destin. Malgré tout, j'ai tenté une dernière chose. J'ai rassemblé un dossier avec toutes les preuves que j'avais recueillies. Enregistrements, photos des menaces, preuves de la surveillance et même la lettre que j'avais reçue de la famille. J'ai confié le dossier à un ami de confiance qui promit que si quelque chose m'arrivait, il rendrait tout cela public. Dans un mélange d'espoir et de résignation, j'attendis, espérant que cela suffirait à me libérer. Le lendemain matin, on frappa lourdement à ma porte. Lorsque j'ouvris, je trouvai une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une seule feuille, avec une phrase unique. « Tu seras réduit au silence pour toujours ». À côté de la phrase, le même symbole que je connaissais déjà. Avec cette menace finale déposée à ma porte, un désespoir glacial s'est enraciné en moi. Je savais qu'il n'y avait plus d'issue. La réalité m'a frappé comme un cauchemar. Ils allaient me faire disparaître, et je ne pouvais faire confiance à personne, ni trouver de refuge sûr où me cacher. Ce soir-là, j'étais seul chez moi, plongé dans un silence oppressant, avec pour seul bruit celui du vent à l'extérieur. Les lumières clignotaient par moments, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. C'était comme si l'environnement était chargé de quelque chose de sombre et d'invisible, quelque chose qui m'observait, s'approchant peu à peu sans se presser. Et alors, je l'ai entendu. D'abord un léger grattement à la porte d'entrée, un bruit qui fit battre mon cœur plus fort. Mais ce qui suivit était encore plus terrifiant. Un coup lent, rythmique, profond. À chaque coup, je sentais mon cœur s'accélérer, une sensation de nausée et de terreur me saisissant. J'ai attrapé mon téléphone, mais lorsque j'ai essayé de composer un numéro, la ligne était morte. Leur message avait été clair. Personne ne répondrait à mes appels. Puis, avec un clic brutal, les lumières s'éteignirent complètement. Je restais debout dans le noir, paralysé, jusqu'à ce que quelque chose d'encore plus troublant commence à se produire. Une ombre se forma dans la pénombre, plus dense que toutes les autres. C'était lui, l'esprit du gardien, le même regard vide et sinistre, mais désormais contorsionné en une expression de haine. Il était plus proche que jamais, sa présence portant un poids oppressant qui rendait l'air dense, presque suffocant. Essayant de reculer, je sentis mon dos contre le mur froid, réalisant que je n'avais nulle part où fuir. Et c'est alors qu'il parla. Mais sa voix ressemblait à un murmure dans mon esprit, une voix venue d'un au-delà que je ne pouvais comprendre. Ils m'ont offert en sacrifice, et maintenant, c'est moi qui les sers, et réduis au silence les curieux. Il avança, son visage se tordant en un sourire hideux. Une douleur lancinante transperça ma poitrine comme si un poing d'acier me serrait de l'intérieur, étreignant mon cœur. Je tombai à genoux, sentant la vie m'échapper. Mais avant que tout ne sombre dans l'obscurité, j'eus une dernière vision. Les visages des propriétaires de la station, leurs sourires froids, observant de loin en sécurité et satisfaits. Et ainsi, tout s'éteignit, comme la flamme d'une bougie étouffée. Le lendemain matin, toute trace de mon existence avait été effacée. Mes affaires avaient disparu comme si je n'avais jamais été là. Mes amis, ma famille, tous furent informés que j'étais parti pour une destination lointaine. Les médias, toujours à leur service, présentèrent mon absence comme celle d'un employé anonyme qui s'était surmené. Et tout indice que j'avais tenté de révéler la vérité fut enterré, enseveli dans les profondeurs de cette toile de secret que personne n'oserait jamais défier. Maintenant, je suis peut-être juste une ombre de plus sur les murs de ce bâtiment. Un murmure qui résonne dans les couloirs sombres, un avertissement pour les nouveaux employés. Après tout, ils seront toujours là, prêts à réduire au silence quiconque oserait défier le secret qui protège leur empire sombre.